Bienvenue sur la chaîne Le Livre des Horreurs d'Arios. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux nouvelles histoires qui s'intitulent Les Dévoreurs de Mages et Le journalisme n'est pas sans risque. Comme précédemment dit dans les autres vidéos, nous aimerions beaucoup que vous, les abonnés, ou tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui, on espère, vous allez vous abonner par la suite, si vous avez des témoignages à raconter, des témoignages horreurs, paranormales, n'hésitez surtout pas à le faire sur notre adresse mail, lelivredeshorreursdarios@gmail.com. Vous inquiétez pas, l'adresse se trouve en description. Pour ceux qui écrivent aussi leurs témoignages ou leurs histoires d'horreur mais qui ont vraiment trop peur de les publier, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail. Et après, nous pouvons discuter aussi de la tournure, savoir si vous voulez des corrections supplémentaires, savoir si vous voulez qu'on la lise telle qu'elle, en fait, tout simplement. Et n'hésitez pas aussi à nous donner votre nom d'écrivain, ce qui sera toujours formidable et permettra aux gens de pouvoir vous retrouver plus vite si, par exemple, vous créez une chaîne Wattpad et que vous voulez partager vos histoires par la suite parce qu'elles auront beaucoup plu dans la vidéo elle-même. Avant de commencer à vous raconter les deux nouvelles horrifiques d'aujourd'hui, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Ça fait pas de mal et en plus c'est gratuit. Et vous inquiétez pas, je vous le redemanderai de nouveau à la fin de la vidéo parce que vous imaginez bien que c'est un travail long qui nous rapporte pas forcément, mais nous faisons tout nous-mêmes. Donc nous écrivons, nous faisons les illustrations, nous faisons le montage, nous faisons le tournage. Donc tout ça nous prend énormément de temps et cela franchement, nous aiderait énormément si vous pouviez au moins aimer la vidéo, peut-être même commenter, partager aussi, mais vous abonner serait un énorme paiement, on peut dire, pour nous. C'est comme si vous alliez au travail et qu'on vous rémunérait pas pour le travail que vous avez accompli. C'est la même chose. Si vous faites ce genre de choses pour nous, c'est un peu comme si vous nous payiez. Vous êtes un peu comme nos patrons, donc n'hésitez surtout pas. Ça nous fera vraiment grandement plaisir. Sans plus tarder, je vais vous raconter donc la première nouvelle intitulée Les Dévoreurs de Mages. La magie a toujours des conséquences. Kiro ne le sait que trop bien. Son maître, Héphaïstor, le lui répète sans cesse durant son apprentissage. Il a 20 ans et cela fait maintenant 10 ans que son maître l'a pris sous son aile. Il est très strict, un peu râleur sur les bords. À l'âge de 302 ans, cela peut se comprendre. Perdu dans ses pensées, il sursaute quand il entend son maître ouvrir la porte de la salle d'entraînement avec énergie, soufflant comme un bœuf. Kiro se tourne vers lui et après avoir repris contenance, commence à ouvrir la bouche, mais Héphaïstor lui intime le silence. Le conseil a annulé ton examen de validation pour le titre de mage. Quoi? Pourquoi? Kiro semble consterné et agacé par la nouvelle. D'après eux, les dévoreurs, ces créatures créées par des mages fanatiques, il y a des siècles, semblent être de retour, selon des rumeurs rapportées par des espions de la garde. Mais que devons-nous faire? Allez dans la cave. Ordre du conseil. Il semble que des bruits étranges y sont entendus régulièrement. Ils ont peur qu'un intrus ait pu s'infiltrer dans le château. Suis-moi, et je te préviens. Je te connais, ne pose pas de questions et ne râle pas non plus. Kiro, s'apprêtant à protester, ferme la bouche et cède. Il suit aussitôt son maître dans les innombrables couloirs et escaliers du château, fulminant intérieurement. Enfin atteinte, le maître se tourne vers son élève. En bas, nous ne savons pas ce qui nous attend. Tu restes près de moi, et si je te demande de t'enfuir, tu obéis. Est-ce clair? Très bien. Héphaïstor sourit, puis s'approche de la trappe et l'ouvre. Rien, pas un bruit, ni odeur, et encore moins de lumière. Le maître prend l'échelle et descend. Kiro lui emboîte le pas. L'ambiance est pesante. Héphaïstor regarde autour de lui, mais le noir est complet. Kiro l'entend marmonner une incantation. Une flamme violette apparaît au bout de son bâton. Kiro l'imite et une flamme bleue jaillit au bout du sien. Leur recherche semble durer des heures. Tous les deux se laissent gagner par le désespoir. Aucun indice, pas de marque, ni trace de pas. Tout semble très calme, trop calme. Maître, il faut qu'on remonte. Il n'y a rien ici. On dirait un autre monde. Tout est vide. Un autre monde? Héphaïstor se met à réfléchir et se gratte sa barbe blanche. Soudainement, il s'approche du mur, entame une incantation que Kiro n'a jamais entendue. Le mur se fissure. Kiro est surpris, sauf que les fissures ne s'arrêtent pas au mur et s'attaquent à la réalité elle-même, qui explose. Qu'est-ce que c'est? Demande Kiro confus. Magie de dissimulation de réalité. Le créateur de ce sort a réfléchi la lumière pour que l'œil ne s'aperçoive de rien. Mais il a poussé ce sortilège jusqu'à supprimer la consistance des objets et des êtres autour. Cela signifie que si tu percutes une personne soumise à ce sortilège, tu ne le verras pas et tu ne le toucheras pas.
Autour d'eux, des objets avaient refait leur apparition, redonnant au lieu son état d'origine. Vous parliez d'être tout à l'heure. Cela signifie? Silence, et reste sur tes gardes. Kiro obéit et quelques instants après, des pas se font entendre. Seulement, il ne semble pas marcher, mais plutôt courir. Kiro n'a pas le temps de réagir que des choses apparaissent à l'angle du mur. Ils pourraient ressembler à des humains s'ils n'avaient pas leurs énormes bouches qui pendaient de leurs visages et leurs yeux rouges qui brûlaient d'une envie facile à comprendre. Héphaïstos réagit à l'instant et déclenche une tempête de glace qui les arrête dans leur course. « Grimpe !» Kiro s'exécute, son maître sur ses talons. De retour dans la cave, ce dernier scelle la trappe avec la magie. Des coups portés avec force se font entendre. « Prépare-toi, Kiro !» La trappe explose, sans laisser à ce dernier le temps de répondre. Les créatures déferlent dans la cave, et l'Héphaïstos lance aussitôt des sorts élémentaires de feu. Les premiers monstres tombent, à moitié calcinés. Cela n'arrête pas les autres une seule seconde. Un combat acharné débute. Le maître et l'apprenti sont obligés d'esquiver tout en attaquant, mais l'ennemi arrive à porter certains de leurs coups. Des griffures apparaissent au fur et à mesure sur leurs corps respectifs. Ils ne lancent que des sorts de feu, qui semblent très efficaces sur les monstres. De plus en plus de ces créatures affluent de la trappe en un débit incessant. Un nombre impressionnant de cadavres jonge déjà le sol, mais l'Héphaïstos commence à fatiguer, tout comme Kiro. « On ne peut pas éliminer tous ces dévoreurs, cria-t-il. On doit battre en retraite. » Il en élimine 5 d'un seul coup avec une vague de flammes, mais un dévoreur arrive par surprise et lui afflige un coup de griffe à l'épaule gauche. Le sang gicle et l'Héphaïstos tombe à terre. La créature relève le bras, prêt à lui porter un coup fatal, mais Kiro lui explose la tête d'une boule de feu compacte. La rage envahit Kiro. Ils vont tous les deux mourir et personne ne viendra à leur secours. Sans savoir ce qu'il fait, une énergie considérable afflue en lui. Ses ennemis vont payer pour ce qu'ils ont fait. Le déferlement d'énergie sort de son corps et commence à prendre une apparence d'un oiseau qui se met aussitôt à grandir. Un phénix, nimbé de flammes, se trouve maintenant devant lui. Les dévoreurs, horrifiés, reculent. Il ne sait pas comment il a provoqué ça. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut les voir tous morts. 4 mots sortent instantanément de sa bouche. Que tu lui encendes! Phénix hoche la tête et de ses ailes se déverse un torrent de flammes qui n'atteint ni Kiro ni Héphaïstos. Tous les monstres sont instantanément pulvérisés. Puis, le phénix se dirige vers l'entrée de la cave et continue sa danse macabre. Des hurlements se font entendre, puis plus rien. Kiro voit sa vision se troubler et tombe évanoui. À son réveil, il se trouve dans sa chambre, de la salle d'entraînement. Il ouvre difficilement les yeux, mais après un instant, arrive à retrouver contenance. Héphaïstos se trouve à son chevet, et à sa droite, les membres du conseil. Le chef, Mermélaïdo, s'avance, mais n'a pas le temps de prononcer un mot. Son maître s'est élevé et le secouant le presse de questions. Kiro remarque que sa blessure à l'épaule est guérie. Pardon, maître, je vais tout vous raconter. Ce qu'il fait aussitôt, dans la mesure du possible, étant donné son état, n'épargnant aucun détail. De la magie transcendantale, murmure le chef du conseil. En effet, approuvé l'Héphaïstos, qui se retourne vers le jeune homme. Tu t'es bien débrouillé. Et te connaissant, je vais t'expliquer. Tu as utilisé la magie comme catalyseur, et la magie, en réponse, a donné une apparence à ce trop-plein d'émotions négatives. C'est une magie très rare, rajoute Mermélaïdo, très difficile à utiliser. Il est possible que ce soit la seule fois où tu l'utilises de ta vie. Pour le peu d'informations que l'on a sur le sujet, nous pouvons juste révéler que cela te laissera des séquelles. Reste à savoir lesquelles. Seul le temps pourra nous le dire. En tout cas, bravo à toi, jeune homme. Quant à nos ennemis, il semble que le problème des souterrains ait été réglé. Aucun dévoreur n'y a échappé. Aucune trace de leur créateur non plus. Mais on verra cela plus tard. De ce fait, le conseil, pour service rendu à notre ville de Malabraxas, ne peut t'offrir le titre de mage, mais t'accorde le droit de passer l'examen. Vu ton état, nous te laissons 1 semaine pour te remettre. Le jour de cet examen, tu te dirigeras à 14 heures pétantes dans la cour où t'attendra ton épreuve. Comme nous avons une dette envers toi, je ne te dirai que ceci. Prépare-toi à te battre de toutes tes forces. Kiro fut aussitôt déçu de la décision. Mais après réflexion, il se dit qu'on n'a jamais rien sans rien. Cela va être un combat difficile, il en a conscience, imaginant tout un tas de scénarios. Pour la magie employée, cela le rassure. Les conséquences ne sont pas immédiates et ne seront peut-être pas si graves. Au même moment, dans la salle menant à la cave, un homme étudie le lieu de la bataille. Il baisse la tête et trouve ce qu'il est venu chercher. Ces résidus de flammes bleues vont m'être très utiles pour mes futures créations de dévoreurs. Je vais m'amuser lors de l'épreuve qu'on lui a préparée.
Un petit sourire satisfait apparut sur son visage. Et donc voici maintenant la deuxième histoire intitulée « Le journalisme n'est pas sans risque ». L'écriture est l'un de mes talents. L'histoire se passe en 2010. À cette époque, je vis à Paris et publie sous le nom de Édouard Tombapic. Mon journal me conseille de ne pas écrire avec mon propre nom. Un jour, mon patron vient me voir. Il ne le fait que quand il a un dossier spécial à me soumettre. Généralement, les dossiers dits normaux, il me les envoie par mail. Il est directeur de l'épuisé des Nouvelles Fraîches, un journal d'information. On se charge aussi d'écrire des articles sur des sujets qu'aucun autre journal ne veut. Il entre dans mon bureau, nous nous saluons tous les deux et me présente le dossier du nouveau sujet. D'après La Table des Chefs, un magazine gastronomique célèbre, il doit interviewer Madame Fourchetta, une doyenne dans la restauration, mais elle ne répond pas quand un de leurs journalistes vient toquer à sa porte. Après plusieurs tentatives qui restent sans suite, la famille est prévenue, mais ne pouvant se déplacer, ils autorisent la police à pénétrer chez elle par n'importe quel moyen. Ils font donc appel à un serrurier qui leur ouvre la porte. Ils examinent la maison de fond en comble, sauf le grenier et la cave qui sont scellés, mais ne trouvent personne. Une fois que j'ai fini de lire le dossier, j'esquisse un léger sourire. Le patron ne le remarque pas et me dit que vu mes nombreuses collaborations avec la police par le passé, qui m'ont valu d'écrire des articles sur différents thèmes, comme de nombreux cas de disparition, ces derniers m'ont entièrement confié le dossier. Ils demandent simplement de les prévenir et si je trouve quelque chose, ce que j'accepte immédiatement. Je prends aussitôt mes affaires, sors en toute hâte du journal et je me précipite chez Madame Fourchetta. Je boude d'impatience devant une telle aubaine, un sujet de disparition qui vont mettre certains de mes talents à profit. Je sors la clé que j'ai remarquée un peu plus tôt dans le dossier, l'insère dans la nouvelle serrure et entre. Aussitôt à l'intérieur, je me mets moi aussi à fouiller chaque pièce, chaque meuble, chaque objet de la maison, mais sans succès. Le soleil amorce bientôt son coucher. Je finis par arrêter les recherches et je reprends donc le chemin du jour. Une fois arrivé, je fais mon compte-rendu au patron. Tout est parfaitement nettoyé, presque trop propre. Le travail qui a été effectué est tout simplement parfait. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Le regard étrange que mon supérieur me jette me stoppe. Il me demande de finir ma mission immédiatement et sur ses instructions, j'appelle les officiers avec qui j'ai discuté dans la journée et leur déclare ce que j'ai constaté. Ils me répondent qu'ils ont constaté la même chose et que beaucoup d'enquêtes ressemblent à cette maison. Ils pensent donc à ce fameux monsieur propre, le tueur nettoyeur. Je leur avoue que je suis arrivé à la même conclusion. Encore une disparition supplémentaire à son actif. Je leur précise que si j'ai des informations complémentaires, je le leur communiquerai. Ils me remercient et raccrochent. Je lève la tête vers mon patron qui me dit de rentrer chez moi et de me reposer. Je le remercie et lui dis que je vais aller dans mon bureau, ranger quelques affaires et partir. La caisse me souhaite bonne soirée, puis je sors du sien. De retour dans le mien, je m'assois, souffle un bon coup. Mes pensées s'entremêlent. Puis je tourne ma chaise pour admirer le magnifique paysage par la fenêtre. Un sourire satisfait sur le visage. Donc, aucun d'eux n'a trouvé les corps. J'avoue que mon travail a toujours été impeccable. Après tout, je suis le seul à savoir comment utiliser le passage secret du grenier. Cette pauvre Madame Fourchetta est devenue une guirlande de décoration pour une de ses poutres. J'ai quand même été légèrement imprudent cette fois-ci, quand ce journaliste est venu toquer à la porte de cette femme. Je venais de la pendre et j'ai pris la décision de la laisser là, pour le frais dans le grenier, son corps ne va pas se décomposer trop vite. Et comme il n'y a personne qui vit dans la demeure, j'ai donc vérifié que la fenêtre était bien fermée. Comme ça, pas de risque de propagation d'une éventuelle odeur. En sortant du grenier, j'ai pris soin de bien refermer le passage secret. J'ai redescendu les escaliers et je me suis enfui par la porte de derrière grâce aux clés de Madame Fourchetta. J'ai bien entendu pris soin de refermer derrière moi. Et quand je suis retourné examiner la maison, j'ai pu redéposer les clés et je me suis occupé de cette chère madame. Pour les autres cadavres, que dire? Ils ne les trouveront jamais non plus. L'incinération a vraiment de bons côtés. Mon oncle est ravi de pouvoir récupérer quelques babioles sur leur corps avant de les incinérer. Il fait vraiment un travail formidable. Je finis donc d'écrire les événements de... Car les détails, je sais les faire disparaître, eux aussi. Et donc voici qui conclut cette nouvelle vidéo. Merci à vous de bien vouloir partager, liker et commenter et surtout vous abonner, ça fait pas de mal et c'est gratuit. Donc je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Gros bisous à vous.